à partir de 11 h. Les deux mastart du jour à Nové Miesto. Le relais tout de suite avec vous Anne-Sophie, Alexis. Et avec sur cette ligne de départ, la toute première ligne, donc Vettel Christiansen, on attend Antonin Guigona et on a vu Alexis Simon Schemp pour l'Allemagne où il y aura également Philippe Horn, Arne Pfeiffer, puis Bénédicte Doll pour terminer. Est-ce qu'on peut dire que c'est beaucoup moins ouvert que chez les filles? On a coché, selon l'expression consacrée, moins de nations. Oui, effectivement, on s'en rend compte depuis le début de cette saison. Il y a quand même 3 nations qui se détachent. C'est les 3 nations qu'on a retrouvées sur le podium des championnats du monde avec la France, la Norvège et l'Allemagne qui font figure à chaque fois d'équipes favorites. Et puis derrière, on a quand même un creux. Alors les Russes pourraient potentiellement eux aussi venir dans cette bagarre, mais à chaque fois ils passent à côté de leur course. Et la belle surprise, c'est cette équipe de Slovénie et cette équipe d'Autriche qui sont là juste derrière, qui réussissent pour l'instant une belle saison en relais. Mais clairement on a quand même 3 équipes qui sont normalement au-dessus du lot. Après on va voir ce que ça va donner avec le retour de Simon Schemp dans cette équipe allemande. Et justement les Autrichiens font partie des 3 nations à s'être insérées dans les podiums où on trouve toujours depuis le début de la saison Norvégiens et Français. Il y a les Autrichiens, donc les Allemands et les Italiens également qui avaient créé la surprise en tout début de saison à Östersund. Les Italiens qui alignent Dominique Vindisch en 3e relayeur. Autour de lui, il y a beaucoup moins d'expérience. Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel qui dispute son premier relais et Didier Biona pour terminer. Et c'est les Suédois qui sont décevants depuis le début de l'hiver sur les relais. Cette équipe suédoise qui pourtant avait réussi à aller chercher une médaille olympique et derrière, là ça a été bien compliqué sur cet hiver. On comprend pas trop pourquoi et on leur souhaite de réussir à nouveau car ils ont un beau quatuor quand même sur le papier. Et on notera quand même l'absence chez les Russes de Loginov. Le départ est donné pour ce relais masculin, pour ce tout dernier relais par sexe de cette saison 2019-2020. Ces courses qui nous ont offert tant d'émotions depuis fin novembre s'achève donc aujourd'hui. C'est Antonin Guigona qui mène la danse pour l'équipe de France. Alors c'est ça qui est toujours particulier sur ces relais, c'est d'avoir une course dans la course pour les 3 équipes favorites qui savent qu'elles sont finalement les 3 seules à pouvoir vraiment jouer la victoire, sauf cas de figure un peu surprenant. Après on le sait, avec des conditions de vent difficiles ici, il peut y avoir des surprises, mais globalement il n'y a quand même que 3 équipes qui peuvent jouer la victoire. Après pour le podium c'est quand même un peu plus ouvert. Donc en fait il faut être capable de contrôler pour Antonin le Norvégien et l'Allemand, tout en tenant compte forcément de tout ce qui se passe autour de lui avec ces 26 équipes au total. Antonin Guigona qui doit défendre ce titre de l'équipe de France, championne du monde sur les derniers championnats du monde. 19 ans que ça n'était pas arrivé. La dernière fois c'était en 2001 et c'était avec Martin Fourcade qui a décidé de faire l'impasse aujourd'hui. Les 3 autres seront bien là. Émilien Jacquelin, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Voici l'ordre de l'équipe de France. Ça se kiffe fort là dans ce premier tour, c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps dans les premiers tours de relais. Mais Christiansen a décidé de faire parler ses capacités physiques. Il a des capacités physiques qui correspondent bien à la piste qu'on va utiliser, là, cette 2,5 km. On a des plats montants où il faut être capable de mettre beaucoup de puissance. On l'a vu par exemple tout à l'heure avec Justine qui était capable de vraiment rattraper dans certaines parties. Christiansen, c'est la même chose. Et c'est toujours mieux d'être devant, vous le voyez. Ceux qui sont derrière se retrouvent parfois un petit peu à se chevaucher les uns avec les autres. C'est toujours ce phénomène d'élastique, comme on appelle ça. On va avoir un élastique qui va se tendre au moment des relances, là comme c'est le cas actuellement. Christiansen est parti à fond, donc ceux qui sont derrière sont obligés de réaccélérer. Et quand on va arriver dans une compression, à la fin d'une descente, tous ceux qui arrivent derrière avec plus de vitesse à l'aspiration, eux vont devoir d'un coup freiner, car l'élastique va se détendre. Alors qu'on a vu la combinaison jaune du Suédois bien se replacer, lui qui porte pourtant le dossard numéro 9. Il s'agit de Sébastien Samuelsson qui a pourtant l'habitude de terminer les relais suédois, mais cette fois le staff a choisi de le mettre en premier relayeur. Oui, peut-être que pour une fois ils ont voulu essayer
de lancer ce relais dans une bonne dynamique. Il y a un beau quatuor, mais il a manqué à chaque fois que cette équipe prenne. Il y a toujours un ou deux premiers relayeurs qui se sont ratés. Donc là, le fait de mettre tout de suite normalement l'homme le plus fort du groupe, ça pourrait permettre de bien lancer les choses. Antonin est passé dans la partie descendante. Pour l'instant, ça tient pour Simon Schempp et pour Eliseev pour la Russie. Juste derrière Antonin, Samuelsson et Christiansen. Simon Schempp qui dispute son tout premier relais cette saison. Lui qui a refait un passage par l'IBU Cup, l'échelon inférieur de la Coupe du Monde. Il avait signé un podium, c'était lors de la première semaine des championnats du monde. Il avait signé un podium sur ce nouveau format du Super Sprint. Alors ça skiait en début de tour, mais là ça a bien ralenti, c'est en train de temporiser. On le voit au niveau de la gestuelle, les athlètes mettent moins d'application, ils sont plus complètement à fond, ils sont plus dans une phase où ils gèrent leur effort. Je pense que Christiansen a voulu voir un petit peu ce qui se passait sur le début du tour, essayer d'évaluer les forces qu'il y avait face à lui. Et voyant que de toute façon il ne serait pas en mesure de distancer les grosses équipes, il préfère gérer pour l'instant. Et par contre là où il faudra être très fort, comme souvent en relais, c'est dans le troisième tour, surtout quand on prend le départ. Vetle Christiansen qui a sûrement envie de se racheter. Hein. C'est lui qui avait failli sur le relais norvégien lors des derniers championnats du monde, en allant même tourner sur la note pénalité lors du tir debout. Alors vous l'avez vu, hein, cette piste qui est quand même légèrement plus longue que celle des filles. Donc celle des filles faisait 2 km à faire 3 fois. Là c'est une de 2,5 de 2 km qu'on va faire là aussi 3 fois. Plusieurs petites modifications. On va surtout à un moment remonter un long plat montant. Alors ce plat montant finalement quand on est en groupe comme ça, il rajoute pas vraiment de difficulté. Par contre quand on est tout seul, on peut se retrouver défavorisé par rapport à des skieurs qui skieraient en groupe, car il y a dans cette zone des phénomènes d'aspiration qui peuvent être utilisés par les athlètes. L'arrivée dans ce stade et dans le silence donc pour tous ces relayeurs aujourd'hui pour le dernier relais de la saison qui est dans une ambiance un peu morose si vous nous rejoignez seulement maintenant sur ces courses de Nové Mesto. Les courses se déroulent à huis clos durant toute la semaine en raison de l'épidémie du coronavirus. Et c'est parti pour le premier tir, c'est un tir couché. Par contre on n'a pas réussi à contrer l'arrivée du vent et là ça s'ouvre déjà fort. Alors pour les filles c'était surtout sur les tirs debout que c'était compliqué. Mais là on va déjà avoir un premier tir couché qui peut faire perdre certaines grosses équipes. Il va falloir que Antonin soit très vigilant, ça souffle fort en direction de la droite. Alors le vent est en train de se calmer, il va falloir en profiter. Et c'est le Suisse qui va réaliser le premier 5 sur 5, peut-être avec l'Ukrainien. Oui, c'est fait. Vetle Christiansen a fait une erreur, tout comme Antonin Guigona, ce sera 2. Simon Schempp va pouvoir ressortir. Ouais, 2 erreurs, attention de ne pas laisser trop de marge au Norvégien qui va terminer son tir logiquement avec une seule balle de pioche. Antonin lui va devoir perdre 10-15 secondes pour tirer la deuxième. Et dommage, en plus elle est ratée. Allez, c'est celle-là qu'il faut mettre. Anto se reprendre tout de suite. Antonin Guigona, parfait, qui donc réussit à mettre cette dernière balle, faire basculer cette cible et ne pas aller sur la note pénalité. Éviter la note pénalité, c'était surtout ça l'enjeu. Mais par contre, on le voit bien, hein, ce premier tir est quand même raté pour Antonin. Malheureusement, il va ressortir avec beaucoup de retard, avec 32 secondes. Et maintenant, on va rentrer tout de suite dans une configuration différente avec une équipe de France qui, bien sûr, est encore largement capable de jouer le podium, mais par contre qui va devoir être en situation de chasse et qui va devoir limiter désormais les erreurs pour revenir sur la tête. C'est donc le Suisse Sebastian Stalder qui est ressorti en première position. Le Suisse qui porte un dossard plus élevé, le dossard 13. On retrouve ensuite l'Ukrainien. Attention aux Ukrainiennes qui tout à l'heure ont fait la course en tête. On va s'en méfier, ils ont le dossard 10 les Ukrainiens. Et c'est Artem Prima qui débute. Alors d'après ce que nous dit Tanguy Kéroise, ce qui nous fait remonter, c'est que les balles d'Antonin seraient perdues en haut à droite. On va voir ce qui va se passer devant. Est-ce que Christiansen va décider de passer tout de suite? Car si Christiansen se met derrière le Suisse, on va peut-être avoir un moment où ça va temporiser. Ça pourrait permettre à Antonin de reprendre du temps. Par contre, j'ai l'impression que le Norvégien s'est rendu compte que le Français n'était pas là. Du coup, très logiquement, qu'est-ce qu'il va essayer de faire vu que
que c'est les principaux adversaires de cette équipe norvégienne. Christiansen, il va réaccélérer pour contrer un éventuel retour d'Antonin qui va se retrouver livré à lui-même à l'arrière de la course. C'est logique, voilà. Christiansen qui va prendre la course à son compte. Son gros adversaire, c'est avant tout la France, donc il part de l'avant. Bien sûr les Allemands sont là, mais c'est pas grave, c'est à lui d'emmener la course pour éviter qu'Antonin puisse revenir trop facilement. Les Allemands sont là, les Ukrainiens, donc on l'a dit, et également les Suédois avec Sebastian Samuelsson qui a seulement eu besoin d'une pioche pour blanchir toutes ses cibles et qui a donc pu ressortir dans ce gros groupe de tête. Alors Antonin était ressorti à 32 secondes. Il devrait passer maintenant. Il est là à l'intermédiaire pour rester dans les mêmes temps. 27 secondes. Donc il a repris quelques secondes. Attention avec le cône, le V-board qu'il y avait sur le côté. On a vu qu'Antonin l'avait touché légèrement avec son ski gauche. Et puisqu'on parlait du tir, Alexis, d'Antonin Guigona avec les précisions de Tanguy Queiroz, Tanguy a ajouté également que Émilien Jacquelin, deuxième relayeur de cette équipe de France, est tout de suite allé voir Patrick Favre pour savoir s'il y avait des choses à régler sur son tir. Alors Patrick va pouvoir expliquer ce qui s'est passé pendant le tir d'Antonin. Par contre, malheureusement, Émilien n'aura pas quelque chose à vraiment appliquer dans n'importe quelle situation. En fait, il va devoir lui-même s'adapter en fonction de ce qui va se passer, car on le voit, ce pas de tir est en train de changer. J'ai annoncé un vent assez fort sur les premières balles. Dès la deuxième ou la troisième balle, le vent a diminué. Donc à ce moment-là, il faut être capable de réagir et remettre, là en l'occurrence pour Antonin, c'était des clics vers la gauche, mais c'est logique. En fait, il s'est rendu compte au début quand il s'est installé que le vent était fort, donc il s'est dit c'est bon, je vais rester comme ça. Et puis finalement, en fait, on se rend compte que le vent à un moment va bouger. Alors le vent justement soufflait assez fort vers la droite. Antonin aurait peut-être au début pu se dire allez, je fais quand même un ou deux clics de marge pour essayer de revenir, mais c'est tellement fin que c'est toujours extrêmement difficile à appréhender ce genre de choix. Et Émilien va enrichir le nombre de choses qu'il connaîtra par rapport à ce pas de tir avec l'expérience de ce premier tir. Par contre, lui, quand il va arriver, les conditions seront peut-être différentes et il devra peut-être faire des réglages différents par rapport à ce qu'aurait dû faire Antonin. Christiansen qui a donc décidé de dynamiter cette course et il a emmené avec lui toujours Sebastian Samuelsson, Simon Schempp, Artem Prima. Il résiste tous ces biathlètes. On trouve aussi le Biélorusse avec le dossard 7 à gauche là de ce groupe. Il s'agit d'Anton Smolski. Christiansen, il va faire des dégâts pour Antonin dans ce deuxième tour. Lui qui est puissant dans ce genre de zone, il est capable vraiment de reprendre du temps. On voit que les autres s'accrochent, mais c'est quand même lui pour l'instant qui a l'air d'être le plus facile. Alors tout à l'heure dans le dernier tour, il pourrait pourquoi pas y avoir un Samuelsson qui passerait devant, mais eux de toute façon ils le savent, hein. Ceux qui sont derrière le Norvégien, la stratégie c'est de laisser faire Christiansen qui doit assumer d'essayer de distancer l'équipe de France. Ils arrivent donc tous les 6 pour le deuxième tir de ces premiers relayeurs. C'est un tir debout. Derrière, vous le voyez, il y a encore beaucoup de monde. Et c'est derrière tous ces biathlètes que Antonin Guigona devrait pointer le bout de son nez à une trentaine de secondes. Le voici. On l'a vu au loin, une trentaine de secondes donc de Vetle Christiansen. Il est apparu furtivement, effectivement, il est passé au dernier intermédiaire. Alors celui qu'on a vu tout à l'heure à l'image c'était 27 secondes, mais sur l'intermédiaire suivant il a pointé à 29 secondes. Ça correspond bien à l'accélération en tête de course de Christiansen. On va arriver en plus sur un tir debout qui semble assez favorable en termes de vent. Il y a toujours cette tendance gauche-droite, mais ça n'a pas l'air d'être sous forme de rafale. Donc je pense qu'on va avoir des tirs extrêmement engagés et un niveau plutôt élevé sur ce tir debout. Quel relais de Sebastian Samuelsson qui confirme la bonne stratégie de l'équipe de Suède. Il va pouvoir ressortir également avec le Biélorusse Smolski. Il reste une cible avec les Christiansen et il va pouvoir ressortir à son tour avec Eliseev. Il va falloir vraiment qu'Antonin soit performant. Il a tiré sa première balle, vous le voyez en haut. C'est bien pour Antonin Guigona qui réussit le 5 sur 5 sans avoir besoin de piocher, qui va pouvoir ressortir et refaire un petit peu son écart.
Pas dit qu'il reprenne beaucoup de temps, mais en tout cas il a limité la casse là, sur ce tir. Il était à 29 secondes. Alors ça va être désormais face à Samuelsson qui va avoir son temps qui va être indiqué. Nous on va essayer d'aller chercher celui de Christiansen pour vraiment se rendre compte de ce qui se passe face à la Norvège. On l'a vu hein, pendant ce temps-là. L'Allemand a lui aussi eu du mal. Donc la deuxième équipe qui fait vraiment peur à l'équipe de France est ratée. Mais attention aux Suédois. On l'a quand même dit, ils ont un quatuor extrêmement intéressant. Si ça joue devant, il pourrait bien y rester. Pour l'instant, c'est donc le Suisse qui a le mieux tiré. Vous le voyez sur votre écran. Il est ressorti en 5e position, Stadler. Mais quel tir de Sebastian Samuelsson. C'est super. Alors, on le sait, hein, les Suédois, quand ils ont gagné à Oberhof, quand derrière ils sont allés chercher leur médaille olympique, c'était à chaque fois dans des conditions particulières sur le pas de tir. Ils ont... J'ai pas le souvenir de les avoir vus gagner dans des conditions normales entre guillemets. À chaque fois que ça a été des conditions compliquées, ils ont réussi à aller chercher les bons tirs qui leur ont amené les victoires. Et aujourd'hui on est justement dans ce genre de configuration où le pas de tir est exigeant, où ça change en permanence. Donc les Suédois peuvent très bien rester dangereux pour les Biélorusses qui sont devant. Normalement le quatuor n'est pas assez solide pour vraiment pouvoir rivaliser avec la France jusqu'à la fin de la course, mais quand même on va se méfier. Et par contre ceux qui sont assez dangereux, c'est les Russes qui sont actuellement 4e. Les Russes qui voudront sans doute se contenter de mieux que cette 4e place déjà obtenue à Antol sur les championnats du monde, où se trouvait Alexander Loginov qui n'est pas là aujourd'hui. On retrouve Latipov et le jeune Saïd Khalili pour terminer. Eliseev, lui qui a été sacré champion d'Europe la semaine dernière, va donner le relais dans de bonnes dispositions à une dizaine de secondes. Allez, derrière on retrouve Simon Schemp. Antonin qui va arriver autour des 30 secondes, même peut-être un peu plus. Ah ouais, il a perdu pas mal de temps là dans ce début de tour. Antonin, malheureusement, il était ressorti à 32 secondes. Il va passer avec 40 secondes de retard, il me semble, sur cet intermédiaire. 38 secondes, très exactement. Il faut qu'il s'arrache. Heureusement, il n'est pas tout seul. Il y a des gens qui sont juste devant lui. Ça va l'aider à aller jusqu'à l'arrivée. Mais oui, on va avoir une équipe de France qui va être à la bagarre pour essayer de revenir dans un premier temps, pour essayer de rentrer dans le top 5. Après, essayer de croire à nouveau au podium. Et la victoire, on verra. Mais pour qu'ils puissent la jouer, il faut vraiment qu'à un moment, il y ait une équipe norvégienne qui craque. Cette équipe norvégienne qui répond de la meilleure des façons avec Vetle Christiansen qui a bien négocié ses 2 tirs, 2 pioches seulement au total et qui est en train de faire très mal sur la piste déjà sur le 2e tour. Et à nouveau ici Sebastian Samuelsson, et bien avec lui c'est plus difficile pour le Biélorusse Smolski de s'accrocher. Smolski qui fait quand même un excellent premier relais. Les Russes n'arrive pas à rester. On voit que Eliseev va se faire rattraper, je pense, par l'Ukrainien. Simon Schemp qui fait un beau boulot. Il est bien l'Allemand là dans ce dernier tour. Il est en train de reprendre quelques secondes intéressantes pour distancer l'équipe de France. Et puis devant, on l'a vu, le gros travail très puissant de Christiansen sur ses parties plats montants. Il est capable d'envoyer un temps. C'est cette poussée où on pousse à chaque fois qu'on pousse avec les jambes, on pousse en même temps avec les bras. C'est vraiment le pas de ski de fond sur lequel on peut laisser exprimer sa puissance. Et Christiansen, c'est un Golgoth, il n'y a pas de problème. Il est capable d'appuyer très fort lorsqu'il est dans ce genre de phase. Les quelques supporters qui ont réussi à se rapprocher du stade se font entendre pour les derniers mètres désormais de Vetle Christiansen, de Sebastian Samuelsson, d'Anton Smolski, les derniers mètres également d'Antonin Guigona. L'équipe de France qui va désormais se battre pour aller chercher le podium, mais c'est loin d'être terminé. On n'est même pas à un quart de cette course. C'est Émilien Jacquelin qui va prendre le départ ensuite pour les Bleus. Smolski qui a bien tenu, regardez, il est revenu dans les skis finalement, du Norvégien et du Suédois. Bravo à lui, là, le Biélorusse qu'on pensait voir craquer. Il va pouvoir lancer son coéquipier dans ce trio de tête. Bocharnikov va prendre le départ pour la Biélorussie. Il s'agit de Johannes Dahle pour cette équipe de Norvège, Jesper Nelin pour l'équipe de Suède. Ils vont pouvoir prendre le départ. Ça y est, et désormais on attend Antonin Guigona. Mais avant lui, il y a les Ukrainiens, les Allemands également. Philippe Horn vient de faire signe à Simon Schemp. Et le voici, Antonin Guigona qui est en train d'arriver. Émilien Jacquelin va se mettre en place. J'ai l'impression qu'il a très bien fini, Antonin. Il avait perdu du temps sur le premier intermédiaire, mais depuis,
J'ai l'impression qu'il en a repris. Ouais, il va arriver allez, à peu près avec ses 35 secondes de retard pour passer le relais à Emilien. Il va y avoir du trafic devant lui, mais c'est encore possible, hein, largement pour le podium. La victoire, on verra ça plus tard. Largement possible, le suspense est entier dans ce relais. Une courte pause, on se retrouve juste après pour vivre l'intégralité de cette course. À tout de suite. Par Johannes Dahlé, il est avec Jesper Nelin, le Suédois, et Sergei Bocharnikov, le Biélorusse. Alors 30 secondes, c'était au précédent intermédiaire. Le nouveau, le voici. Et Emilien Jacquelin est désormais à 28 secondes du Norvégien. Ce qui est important pour Emilien, c'est tout de suite de réussir à se replacer dans un groupe pour pas être tout seul sur la piste. Il y a quand même ces zones là où on voit par exemple la Norvège, la Suède et la Biélorussie, ces zones descendantes où c'est mieux d'être avec un groupe pour pouvoir se mettre à l'aspiration dans les skis, profiter de quelques secondes de récupération en plus. Donc le fait qu'il arrive à se rapprocher comme ça de tout un groupe devant lui, ça va l'aider normalement Emilien. Après, pas le choix, hein. Désormais il va falloir être irréprochable sur ce pas de tir qui est pourtant compliqué. Mais on voit pour l'instant c'est légèrement moins changeant que ce qu'il y avait pendant la course des filles. Et ça c'est de bon augure donc pour à nouveau l'exercice du tir. Ils vont s'avancer sur ce pas de tir pour 2 fois 5 cibles, un couché et un debout. Un exercice à 2 tirs, il y en aura évidemment à 4 tirs demain sur les 2 mass start. On se retrouvera à partir de 11 h pour les vivre, mass start féminine puis mass start masculine. Notez que la station l'équipe présentée elle par Benoît Cosset avec du snowboard et notamment du ski de boss ouvrira à 8 h demain matin. Il va falloir les surveiller les Allemands car on avait un premier relayeur, Simon Schemp, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Finalement il a fait une belle course. Là on commence à arriver avec des Allemands qui sont quand même ultra solides et qui pourraient aussi jouer la victoire. Et d'abord il va falloir passer tous les tirs qu'il reste et là on s'approche sur un pas de tir où les fagnons bougent très peu. Ça pourrait être plutôt favorable à ceux qui vont commencer le tir, mais on sait c'est cyclique et après la calmie en général il y a vite des rafales qui arrivent, donc on espère que ça va tenir jusqu'à l'arrivée d'Emilien. La Suède continue et Jesper Nelin va pouvoir en ressortir en première position. Il y a une erreur pour Bocharnikov, une également pour Johannes Dahlé, une aussi pour l'Ukrainien et l'Allemand. Ça peut permettre à Emilien de se rapprocher d'un bon groupe. Encore une erreur pour Johannes Dahlé, la première balle est dedans pour Emilien. Attention aux Allemands hein, qui ont plus trop le droit à l'erreur, là sinon c'est une anneau de pénalité. Malheureusement Emilien devra passer une anneau de pénalité. Ça y est, Johannes Dahlé a enfin réussi à terminer, mais il a ouvert une porte. Allez, Emilien met tout de suite la balle. Il y aurait un bon rapproché de l'équipe norvégienne. Ah, elle a été très très longue cette balle pour Emilien. Finalement en plus elle est dehors, donc il va perdre du temps, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait qu'il allait revenir sur la Norvège, mais non, il va perdre du temps sur la tête de la course hein. Il était parti Emilien avec environ 28 secondes, non 35 secondes de retard. Il va ressortir, regardez, à 50 secondes, même plus. D'autant plus, effectivement, Alexis, vous le disiez, qu'il a perdu du temps. On a même cru à un moment une erreur de simulation. C'est assez inhabituel de la part d'Emilien Jacquelin de perdre autant de temps sur le pas de tir. Alors moi, j'ai pas vu vraiment ce qui se passait sur le pas de tir. Effectivement, c'était très long. Donc ça, on a attendu que la simulation passe. Par contre, il était trop loin pour que je vois vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il a eu un problème ou est-ce qu'il a décidé de patienter avant de tirer sa balle? Ça, je ne sais pas. Il a peut-être eu du mal à enclencher sa balle de pioche. En tout cas, on retrouve la simulation de la Suède. Et là, ça a plutôt bien marché. Pour l'instant, ils continuent leur festival, les Suédois. Et ils se retrouvent désormais tout seuls en tête avec pas mal d'avance sur l'Ukraine qui a 19 secondes. L'Ukraine de Sergei Semenov qu'on devrait retrouver pas loin, effectivement, cette vingtaine de secondes. Donc de Jesper Nelin avec le dossard numéro 9, l'équipe de Suède qui a choisi la stratégie de mettre de très bons éléments devant tout de suite. Ce sera ensuite Pepe Fleming, puis Martin Ponsiluoma pour terminer pour cette équipe. C'est vrai que pour l'équipe de France, désormais 55 secondes, ça commence à faire du retard. Comme on le sait, c'est une course qui réserve normalement des surprises, surtout à la fin. Les derniers tirs vont être compliqués si le vent revient.
Mais on le sait en général, quand le premier relayeur accumule environ 30 secondes de retard, il faut tout de suite que le deuxième soit en mesure de faire un rapproché aux alentours des 20 ou des 15 secondes. Et malheureusement, là, c'est l'inverse qui s'est produit avec Emilien, qui a eu quelques petits soucis sur ce pas de tir. Il va devoir du coup s'employer pour essayer de revenir au contact avec qui il était sur le pas de tir. Il arrive, Emilien Jacquelin, le voici donc tout à l'heure à la sortie du pas de tir, il y avait 55 secondes, il y en a à peine moins. Tout à l'heure chez les filles, Alexis, on a un petit peu procédé par élimination en se disant que certaines équipes n'étaient pas vraiment performantes sur les 4 relayeurs. Qui peut-on enlever là pour l'instant devant Emilien? Ouais, il y a des équipes qu'on va pouvoir enlever effectivement avec les Italiens normalement qui ont quand même un quatuor qui est plus faible sur l'ensemble. Les Tchèques, bon, on va quand même se méfier parce qu'ils ont une équipe qui pourrait tenir le coup et donc on va pas les annoncer battus pour l'instant. Les Estoniens, eux, devraient reculer. Les Roumains, ils vont se faire doubler, je pense, dans ce tour par Emilien qui était déjà avec le Roumain à l'intermédiaire. Les Biélorusses aussi ont quand même un quatuor normalement qui devrait faiblir au bout d'un moment. Mais par contre, les Suédois, c'est du solide. Les Norvégiens, là aussi. Les Ukrainiens, ils sont capables de bien tirer. Donc, ok, il y a eu des erreurs. C'est encore possible pour l'équipe de France. Mais il y a un moment, il va falloir arrêter l'hémorragie et tout de suite repartir dans le bon sens pour pouvoir y croire à nouveau. Et essayer de se rapprocher de la tête de la course. Johannes Dahlé a été capable de revenir sur ceux qui étaient juste devant lui. Par contre, le Suédois a toujours de l'avance. On retrouve pour les Russes Garanitchev, Philippe Horn pour les Allemands. Et derrière, donc l'Italien Tommaso Giacomel qui hier a scoré quelques points en Coupe du Monde. Et c'est historique puisque c'est le premier athlète né en 2000 à scorer des points en Coupe du Monde. C'était hier sur le sprint pour donc l'Italien Tommaso Giacomel, deuxième relayeur pour cette équipe transalpine. Allez, les Suédois qui vont revenir en direction de ce pas de tir. Toujours de la météo particulière avec cette neige qu'on voit derrière lui. Sur le pas de tir, ça a l'air d'être quand même tendance plutôt calme. On va avoir moins de rebondissements certainement dans cette course que ce qu'on a pu avoir sur la course des filles. Donc c'est là aussi où il va y avoir fort à faire pour l'équipe de France. Quand les conditions difficiles, on sait que c'est toujours plus... Quand les conditions sont très difficiles, on sait que c'est toujours plus facile de revenir de l'arrière. Là, quand les conditions sont relativement stables, il y aura moins d'opportunités. Emilien Jacquelin va donc devoir être parfait sur le tir. Le tir debout pour ses deuxièmes relayeurs. Et sans vouloir de mal aux autres équipes, espérer pour l'équipe de France pour remonter des erreurs de ses principaux adversaires. Le premier d'entre eux, c'est lui, Jesper Nelin. Mais il peut se permettre un petit écart parce qu'il a de l'avance. Par contre, toujours pas de vent pour ce tir debout. Ça va être faisable pour le Suédois qui ne devra pas se battre face aux éléments, qui n'aura qu'à se concentrer sur ce qu'il a à faire. Attention, il y aura quand même des erreurs là pour le Suédois qui va se mettre en danger. Il va aller chercher 3 balles de pioche, donc ça veut dire potentiellement le couteau sous la gorge sur chaque balle pour un éventuel tour de pénalité. Ouais, et je parlais d'un petit écart, mais pas celui-là, forcément pas la note pénalité. Jesper Nelin va voir revenir sur lui, donc ses principaux concurrents. Allez, ça pourrait permettre aux Biélorusses de ressortir en tête. Bocharnikov, on le connaît, c'est un athlète qui tire hyper vite, il nous l'a montré sur le championnat d'Europe. Les Ukrainiens sont là aussi. La Norvège va sortir avec ces deux athlètes. Les Italiens qui font un gros coup là, super tir de la part de l'Italien. Les Tchèques également que vous ne vouliez pas enterrer, Alexis, eh bien vous avez bien raison. En revanche, c'est les Allemands qui passent totalement à côté. Et l'équipe de France, malheureusement, Emilien Jacquelin qui va devoir passer par 2 pioches. Ouais, malheureusement, tout à l'envers pour l'instant là, pour ce qui se passe pour Emilien sur ce relais. On voudrait voir les cibles basculer, mais c'est des points jaunes qui s'affichent sur sa simulation. Allez, Emilien met sa dernière pioche.
non, Emilien, elle est pas bonne la balle. Il va falloir revenir. Alors là, on va peut-être avoir une catastrophe. J'espère qu'il y a eu un problème de simulation, parce que sinon, Emilien, ça veut dire qu'il a oublié de tirer une balle. Et dans ce cas-là, on prend 2 minutes de pénalité. Donc j'espère que lui, qui a vu la palette de ses propres yeux, l'a vu basculer. Mais il n'avait pas tiré toutes ses balles, donc il fallait continuer à tirer. Alors est-ce que c'est même 2 minutes de pénalité? C'est 2 minutes de pénalité par balle non tirée. Donc là, si je calcule bien, il lui restait encore 2 pioches à tirer, donc ça pourrait faire 4 minutes de pénalité. Il y en avait qu'une, je crois, sur la simulation. Lui en gros, il a tiré une balle de pioche, Emilien, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il en a tiré une ou deux? J'ai pas réussi à voir. Et si par contre il a oublié d'en tirer 2, il va avoir 4 minutes de pénalité. S'il a oublié d'en tirer une, il va avoir 1 minute. On espère vraiment pour lui que c'est la simulation qui s'est trompée et que sa balle était bonne. Alors là, on voit sur ce 4e tir, sur les datas qu'on a sur l'ordinateur, Emilien Jacquelin qui serait allé faire un anneau de pénalité. Donc visiblement, qui aurait bien vu, Alexis, ce qui s'était passé. Ou alors qu'il aurait tiré toutes ses balles de pioche très vite et nous, peut-être qu'on ne l'a pas vu faire. On souhaite ça pour l'instant. On voit qu'Emilien est 14e à 1-0-2. On va pas s'avancer sur autre chose. Bon, vous l'avez compris, c'est quand même pas très bien parti pour l'équipe de France avec ce retard. Si ça reste comme ça, potentiellement, on peut revenir sur la fin de la course. Pourquoi pas sur un podium qui devient presque inespéré. Par contre, s'il y a eu un problème dans les balles de pioche, ça va tellement vite. On n'a pas le temps de tout voir en même temps, désolé. Non, et puis surtout, on n'est pas aidé par la réalisation. Forcément, on nous montre, vous le voyez vous aussi à l'écran, les tout premiers dossards. Et quand on est passé sur Emilien Jacquelin et à l'image et sur nos datas, eh bien, il avait déjà tiré des balles qu'on n'avait pas vues. Emilien qui est capable de tirer extrêmement vite a peut-être tiré ces 3 balles de pioche sans qu'on s'en rende compte et donc a estimé que c'était le moment de repartir sur la note pénalité. Nous, on a eu l'impression qu'il les avait pas toutes tirées, mais en général l'athlète c'est quand même beaucoup mieux que nous ce qu'il est en train de faire. Donc on va attendre pour voir ce qui se passe vraiment. Pour l'instant, l'équipe de France est 14e. C'est les Norvégiens qui passent désormais en tête. Super tir de Dalé sur ce tir. Bocharnikov, lui, a fait un beau coup. Le champion d'Europe, il y a quelques jours à Minsk. Et il est capable de tenir Johannes Dalé dans le dernier tour. C'est fort là ce qu'il est en train de faire. Et derrière, donc parmi les nations dont on se méfie, il y a toujours cette équipe d'Ukraine. On avait vu aussi l'Italie ressortir. Il va moins vite sur la piste. Giacomel, il vient d'être repris par Moravec. On l'a vu, le Tchèque. Et devant lui également Jesper Nelin, qui lui aussi donc est allé tourner sur cet anneau de pénalité. Alors on va en profiter pour passer un petit message à Tanguy Kerouas. S'il est capable d'aller se renseigner auprès de l'équipe de France, qu'on ait vraiment les informations sur ce qui s'est passé sur le tir d'Emilien. J'espère vraiment que c'est nous qui avons mal vu et qu'Emilien a eu le temps de tirer très vite. Ce serait super de pouvoir avoir tout ça correctement au moment où Johannes Dalé est en train de prendre l'avantage sur ses deux concurrents, sur Bocharnikov pour la Biélorussie et sur l'Ukrainien. Les Suédois, regardez, ils ont allé faire un tour de pénalité, ils ont reculé, mais finalement ils sont encore là dans le match au podium largement. Il y a pas mal d'équipes qui sont devant mais qui sont à leur portée. Johannes Dalé qui est en train de s'arracher dans les tout derniers mètres pour donner le relais au premier des frères Beu, à l'aîné de la fratrie. C'est Tarier qui va d'abord s'élancer. Ce sera Johannes en 4e relayeur. Johannes Dalé tout en puissance. Il aura fait un très beau relais. Et il va lancer vraiment les deux frères Beu sur orbite. Ils ont un boulevard. Alors bien sûr, il y a des athlètes qui sont pas loin derrière eux. Regardez le boulot de Jesper Nelin qui est en train de revenir. Il a quand même fait un sacré dernier tour. Le Suédois, il était ressorti à 16 secondes de ce pas de tir. Et ben, il va revenir sur le groupe qui était juste devant lui. Donc il va complètement limiter la casse par rapport à son tour de pénalité. Lui qui avait de l'avance quand il est arrivé sur son tir debout. Il vient de se décaler pour donner le relais à son compatriote Pepe Femling entre la Norvège et la Suède. Il y a les Biélorusses, les Ukrainiens, les Tchèques, les Estoniens. Dominique Vindisch qui fait office de leader de cette équipe d'Italie en l'absence aujourd'hui de Lucas Sofer.
va prendre le départ de ce jeune Tommaso Giacomel qui a épaté tout le monde. Ouais, en tout cas c'est rassurant pour l'équipe de France, il n'y a toujours pas d'étoile à côté du drapeau français, donc ça veut dire qu'Emilien a bien géré son truc, c'est certainement nous qui nous sommes trompés. Et la simulation, donc ça a l'air d'être tout bon pour Emilien qui pour l'instant pointe toujours correctement, et on va peut-être avoir des informations supplémentaires dans pas longtemps. Et au moment où je dis ça, il me semble qu'il y a une étoile qui vient d'apparaître à côté de la place numéro 14 de l'équipe de France, malheureusement. Exactement, sur nos datas, cette petite astérisque devant Emilien Jacquelin. On va sûrement la voir apparaître également au moment du passage de relais. Emilien Jacquelin qui va donner à Simon Détieux. Le voici, Simon, qui vient de se mettre en place avec son dossard numéro de cette astérisque. Elle est là. Et ce temps, donc, Alexis, de 1 minute 11, il faudrait y ajouter combien? Soit 2 minutes, soit 4 minutes, en fonction du nombre de pioches qui lui restait à tirer normalement. Eh bien, peut-être qu'Antonin Guigona a une réponse à toutes nos questions. Justement, Antonin, premier relayeur, est avec vous, Tanguy. Antonin, il était comme moi au niveau de la zone mixte, donc on a vu le tir de loin, on a cru à une erreur sur la simulation peut-être, et là effectivement il y a cet astérix qui viendrait peut-être pénaliser la France. Moi ce que j'ai vu c'est que j'étais en train de me changer, et sur l'écran je voyais France avec la dernière pioche de Emilien à tirer, j'attendais de voir cette simulation, et voilà, ça s'est effacé sans que la cible soit blanchie, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Maintenant on a une étoile, donc ça veut sûrement dire qu'il y a eu une erreur. Moi je voudrais parler plus de ma course. Il y a cette tension au relais. Le relais c'est une course à chaque fois particulière pour moi, ça me tient à cœur, et aujourd'hui cette petite tension sur le tir couché, j'ai pas réussi à la contenir, et voilà, je suis un peu trop d'erreur. Je me sauve la peau à pas aller sur Stano de Pena, donc je sauve les meubles. De la simulation que moi j'avais sur votre tir couché, en tout cas il y avait un groupement, mais tout était en haut à droite. Ça s'explique par le vent ou par cette tension dont vous parlez? Il y avait un peu de vent, mais qui pour moi était similaire à mes réglages. Je verrai ce que Patrick me dit sur lui, ce qu'il a vu. Après c'est des tensions qui peuvent me faire envoyer des balles n'importe où, surtout en hauteur, quand voilà, je suis tendu puis je relâche la carabine, c'est le canon qui monte, et les balles qui peuvent aller en haut, que ce soit à gauche ou à droite, mais je ne sais pas encore où sont mes erreurs. Malheureusement, on va voir ce que nous dit Emilien, mais là c'est toute la course de l'équipe de France qui est suspendue à cet astérix. Normalement, si on oublie de tirer une balle de pioche, ça doit être 2 minutes de pénalité, donc voilà, fin de la journée. Bon, on va attendre qu'Emilien vienne nous expliquer ce qui s'est passé. Merci. À demain. Bon, alors on vient de voir, nous, justement, des informations sur nos datas. Désormais, la France pointe à 3 minutes 11 alors qu'ils étaient à 1 minute 11. Ça veut dire qu'on leur a rajouté 2 minutes. Donc, c'est ce que je vous disais. Si Emilien avait oublié de tirer 2 pioches, c'était 4 minutes de pénalité. S'il avait oublié d'en tirer qu'une seule, c'était 1 minute de pénalité. Antonin nous a dit qu'il ne restait plus qu'une pioche à tirer. Donc, ça veut dire qu'on est sur la deuxième hypothèse. C'est 2 minutes de pénalité rajoutées au temps de l'équipe de France. Donc, ouais, belle erreur aujourd'hui pour Emilien. Malheureusement, vous l'avez compris, l'équipe de France ne jouera pas devant sur cette course et va se retrouver assez loin. On verra si les autres décident de terminer à fond, de terminer même tout court. En tout cas, la France est actuellement 18e sur le classement avec ces 2 minutes de pénalité rajoutées au temps d'Emilien. Emilien Jacquelin, que l'on voit en discussion avec Lionel Laurent, le chef de presse de cette équipe de France. Image captée par Thomas Gonçalves à droite de votre écran, donc Emilien qu'on attend, alors qu'on voit à gauche le ralenti et la chute de Simon Détieux. Décidément, c'est un jour sans pour les Bleus. Ouais, on s'en sort plus de cette journée, malheureusement. Eux qui étaient là en tant que champion du monde, alors que l'image de Tariebeu crépite un petit peu, mais on le voit toujours, le Norvégien qui arrive dans ce stade pour aller en direction du tir. Il y a même son hologramme qui le suit. Ça y est, on revient avec une image normale. Il va bien aller en direction du pas de tir. Par contre, eux, ils sont là pour aller la gagner, cette course. Mais oui, les Français, ça a l'air compliqué à tous les niveaux. C'était difficile pour Emilien sur le premier tir. Ça l'a été encore plus sur le deuxième. On a vu Simon Détieux qui mettait le genou à terre. Ça va être une course à oublier. Mais bon, c'est également quelque chose qui peut se produire hein, quand on fait vraiment un effort monumental pour aller chercher un titre mondial, qu'il y a toute cette euphorie et que derrière on doit refaire une course qui a moins d'enjeux. Parfois, la pression peut retomber et il peut y avoir ce genre d'erreur
Allez, Tariebeu arrive tout seul sur ce pas de tir, environ 30 secondes d'avance, allez 20 secondes d'avance très exactement sur les Tchèques pour aller s'installer à la cible numéro 1 qu'il aime bien en général, Tarier. Ouais, évidemment, Alexis, vous avez raison de le préciser, les Bleus ne sont pas à blâmer et il y a encore beaucoup d'intérêt dans cette course avec, oui, peut-être la Norvège qui est bien placée, mais derrière, c'est loin d'être fait. Regardez, ils pointent déjà le bout de leur nez alors que Tariebeu n'a toujours pas tiré sa première balle. Il l'aime bien, vous le disiez Alexis, et il le prouve sous les yeux de Siegfried Mazet qui fait une petite grimace. Nous on n'a pas vu la simulation, mais en tout cas tout a basculé et Tariebeu peut ressortir en tête. Ouais, il me semble que la première était cordon en haut à gauche, c'est pour ça peut-être qu'il est grimaçé. Sinon le reste était vraiment très bon sur ces 4 dernières balles. Tarier qui va, je pense, accroître son avance. Allez, qui pour aller avec les Norvégiens sur ce potentiel podium? Les Suédois était bien, malheureusement on en parle, une balle de piège, c'est la même chose pour les Tchèques. Attention les Suédois, 2 fautes là, ça peut ouvrir une porte aux Biélorusses qui vont peut-être faire la course de leur vie. Les Ukrainiens en profitent, c'est eux qui vont ressortir deuxième. Les Biélorusses, les Tchèques vont donc ressortir ensemble. Les Estoniens également. Dominique Vindisch pour l'Italie, oui, lui aussi réalise le 5 sur 5. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'équipe de France, mais pendant ce temps-là, l'équipe d'Allemagne est bien passée à la trappe. On a actuellement, si je me trompe pas, Pfeiffer sur la piste, et Pfeiffer il est en train de remettre les choses au clair et de relancer son équipe. Les Russes eux aussi sont partis à la faute sur le relais précédent qui décidément a fait chuter beaucoup d'équipes favorites. Nous on était concentrés sur ce qui s'était passé pour Emilien. Désormais on a la réponse et on va se concentrer sur les autres. On va quand même bien sûr regarder le tir de Simon Détieux qui est actuellement sur le pas de tir. Et c'est un très beau 5 sur 5 pour Simon Détieux. On le sait, en plus, on l'a vu à l'image. Simon Détieux qui a chuté dans la bosse et qui réussit à bien se ressaisir. Preuve aussi que la carabine n'a rien eu. On a vu de toute façon que c'était un genou à terre pour Simon Détieux qui ressort donc en 12e position. Évidemment techniquement, mais quand on regarde sur les datas, eh bien beaucoup plus loin puisqu'il est à 3 minutes 28. Donc beaucoup de biathlètes sont en train de s'intercaler, en train de faire reculer Simon Détieux. Alors justement, j'attends de voir comment ils vont faire pour classer la France, parce que les équipes qui se font laper doivent s'arrêter. Et donc potentiellement avec les 3 minutes de pénalité, la France aurait pu se retrouver derrière toutes ces équipes. Donc il y a déjà pas mal d'équipes qui se sont fait laper, qui ont dû s'arrêter. Mais quand il va falloir faire le classement final, comment on va réintégrer l'équipe de France? Ça, pour l'instant, j'en ai pas question. En tout cas, potentiellement, l'équipe de France devrait terminer dernière de toutes les équipes qui devraient être classées. A priori, c'est vers ça qu'on se dirige, puisque toutes les autres équipes qui seraient avec un retard de plus de 3 minutes auraient peut-être déjà été lapées. Donc on verra tout à la fin de la course le classement final de l'équipe de France et on va prendre ce qu'il y a à prendre avec par exemple ce beau tir de Simon Détieux. Et regardez ce qui va se dessiner pour le podium. Et ça aussi, c'est de bon augure, c'est de bons enseignements, de bons repères à prendre avant les mass start. Mass start à partir de 11 h demain, je vous le rappelle, et je ne vous l'ai pas encore donné, mais il y a un très gros rendez-vous également demain sur la chaîne L'équipe à 17 h 45. C'est du handball de la Coupe de France, le quart de finale entre le PSG handball et Dunkerque avec Benoît Cossé et Greg Anctil au commentaire. Un gros rendez-vous à ne pas manquer. L'équipe de Norvège est en tête. Alexis, vous parliez des options peut-être à choisir pour l'équipe de France. Qu'est-ce qui va se passer désormais pour les athlètes? Simon Détieux, il est informé de ces 2 minutes de pénalité au bord de la piste? Alors je ne connais pas le choix du staff. A priori, oui, ce serait plus logique de le dire à l'athlète pour qu'il sache vraiment qu'il connaisse vraiment la situation dans laquelle il se trouve. Et puis qu'il puisse adapter tactiquement sa course en fonction de ça. Après on voit que l'équipe de France certes sur le classement est très loin. Par contre en termes de place, quand ils passent sur les intermédiaires, avant qu'on leur rajoute ces 2 minutes de pénalité, ils sont encore avec des équipes très intéressantes et l'objectif pour eux, ça va être d'essayer de les doubler. On sait que Quentin Fillon-Maillet veut se servir de cette course pour se préparer pour la Mass Start. C'est son choix, il a envie de faire des courses. Donc il va vouloir certainement la faire
à fond ou en tout cas quasiment à fond pour pouvoir justement se préparer pour la Mastart. Donc pour lui, quoi qu'il arrive, ça va être intéressant de la faire cette course du relais, même si on le sait sur le classement final, il y aura un très mauvais résultat pour l'équipe de France. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on vous l'explique, donc une erreur au tir d'Emilien Jacquelin qui n'aurait pas tiré toutes ses balles de pioche. On attend Emilien au micro de Tanguy Kéroise d'un moment à l'autre en zone mixte. Donne 2 minutes de pénalité à l'équipe de France qui est désormais reléguée en 20e position. Mais physiquement, les Bleus, emmenés actuellement par Simon Détieux, 3e relayeur, sont plus près et on va suivre ce tir évidemment de Simon Détieux. Ce tir debout, mais pour l'instant en tête. Ils ont un boulevard, oui vous le disiez Alexis, avec Tariebeu qui s'avance pour ce tir debout et ensuite ce sera Johannes Beu pour aller chercher une nouvelle victoire pour la Norvège. Et on voit derrière vraiment quasiment que des équipes d'outsiders. On a 5 athlètes là à l'image qui sont 5 équipes qu'on n'avait pas du tout coché pour le podium aujourd'hui. On pensait voir les 3 premières places avec la France, la Norvège et l'Allemagne. Là ce sera sûrement bien différent. Et on va voir derrière ce qui va être possible de faire pour l'Allemagne, car l'Allemagne peut encore largement revenir sur le podium. C'est la même chose pour la Suède. Allez, il arrive sur le pas de tir. Tariebeu face à la cible numéro 1 pour essayer de garder cet avantage face à ces outsiders qui vont arriver juste derrière lui. Allez, il y avait un cordon en bas à gauche et une balle très loin en haut à gauche. Regardez, on la voit. L'impact noir dans le blanc en haut à gauche, mais celle-là est plein centre. Allez, c'est réglé cette affaire pour Tariebeu qui va pouvoir lancer son frère Johannes en tête et seul en tête. La victoire est donc en train de se dessiner pour cette équipe de Norvège. Mais pour l'accompagner sur le podium, là, c'est loin d'être sûr. Regardez toutes ces équipes d'outsiders. En plus, c'est vrai, vous avez raison, qui peuvent créer la surprise. Allez, on a l'Ukraine quand même, la Suède et l'Allemagne qui sont censés se replacer sur ce tir pour essayer de revenir au contact de ces plus petites équipes, en tout cas sur le papier. Et c'est pourtant la Biélorussie qui va donc ressortir juste après avec Dominique Vindisch pour cette équipe d'Italie. L'Ukraine, et bien là, peut-être la Suède, plus qu'une cible, oui, à faire basculer. C'est fait pour les Suédois également. Un calvaire pour les Tchèques, les Estoniens. Est-ce que Pfeiffer va réussir le plein? Oui, également, tout comme le Russe. C'est bien fait pour Pfeiffer. C'est encore loin d'être terminé pour le podium. Et il y en a un qui va regretter d'avoir fait l'impasse. Alors celui qui perd gros, c'est le Tchèque. À domicile, il s'est mis la pression. C'est bien dommage, mais voilà, il y aura plusieurs tours de pénalité. C'est terminé pour eux. Les Français arrivent actuellement sur le pas de tir avec Simon Détieux. Mais comme je dis, il y en a un qui va regretter de ne pas prendre part à cette course. C'est l'Italien Lucas Hofer qui a décidé de faire l'impasse. Et ben, pas de chance pour lui. Finalement, aujourd'hui, l'Italie est en mesure de jouer le podium. Donc, on leur souhaite clairement de réussir à le faire malgré l'absence de Lucas Hofer et donc Didier Bionas qui va le remplacer normalement en 4e relayeur. On suit le tir de Simon Détieux qui malheureusement doit passer par 2 pioches. Et cette fois, c'est bon pour Simon Détieux qui a eu besoin de pioches et qui va donc être virtuellement dans ce top 10. Mais c'est sans compter sur les 2 minutes de pénalité causées donc par l'erreur d'inattention d'Emilien Jacquelin. Justement, il va nous l'expliquer, Emilien, puisqu'il est en zone mixte avec Tanguy. Ouais, Emilien, quelques explications. Nous, on a vu la simulation, on a vu 4 cibles blanches et puis on vous a vu repartir. Qu'est-ce qui s'est passé? Explication, c'est sur le tir couché, voilà, je tire à 4 sur 5. Ma première pioche, je veux la mettre dans le canon, elle rentre pas, du coup je l'enlève de mon canon et lorsque je viens prendre ma deuxième balle de pioche, en fait avec les gants, j'en sors 2 et voilà, j'en laisse une sur le tapis pour mettre ma deuxième pioche, ce qui fait que lorsque je suis arrivé sur le tir debout, j'avais plus que 2 balles de pioche. Et voilà, j'ai manqué de lucidité. Au lieu de lever le bras pour demander une balle de pioche à des gens en tout cas sur le pas de tir, voilà, après mes 2 balles de pioche, je suis allé faire mon anneau de pénalité.
Je connais le règlement, je sais ce qui se passe quand on fait ce genre d'erreur et ouais, je m'en veux beaucoup pour l'équipe. Quand je voyais Antonin se battre comme il l'a fait dans le dernier tour pour me donner au mieux le relais et quand je pense aux deux autres qui partaient derrière, ça fait mal. Il y avait un relais qu'il fallait gagner cette saison, c'était le relais des championnats du monde. Vous l'avez gagné, j'ai envie de vous consoler un peu et de vous dire c'est qu'une course de Coupe du Monde. Ouais, mais dans notre sport, on remet tellement tout à zéro d'un week-end à l'autre que je vais rester là-dessus et ça va faire mal. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. Cette erreur-là, on imagine que vous la referez plus jamais. Ouais, j'espère que je la referai plus jamais. En tout cas, j'ai manqué de lucidité, donc encore un point sur lequel je dois progresser, c'est sûr. Merci Emilien. L'expérience engendrée par Emilien Jacquelin, 24 ans à peine, et cette erreur, donc Alexis, qui nous a précisément détaillé. En fait, on la comprend mieux, son erreur. Finalement, quand on se rend bien compte de ce qu'il vient de nous dire, alors que c'est intéressant quand même ce qui se passe sur la piste, vous le voyez, la Suède et l'Allemagne sont en train de revenir clairement dans le jeu. C'est la même chose pour la Russie. Désormais, l'Italie n'a plus beaucoup d'avance pour cette deuxième place et les Biélorusses, c'est la même chose. Donc pour revenir à ce qu'explique Emilien, en fait c'est très intéressant parce que cette faute, elle n'a pas été créée uniquement avec une erreur sur le tir debout où il pense complètement à autre chose, il oublie une balle de pioche. Non, en fait c'est un phénomène qu'on avait commencé à entreapercevoir sur son tir couché. On n'a pas compris pourquoi il mettait autant de temps à tirer toutes ses balles sur le tir couché. Et en fait, il nous explique qu'au moment où il a eu besoin de ses balles de pioche, il a eu du mal à les enfoncer dans le canon. Donc ça a fait tomber certaines de ses balles de pioche. Et en fait, les athlètes ont des repères. Ils se rendent compte du nombre de balles de pioche qui restent à tirer quand ils voient le nombre de balles qui restent sur leur carabine. Là, Emilien a vu qu'il n'y avait plus de balles de pioche. Il s'est dit, c'est bon, je les ai toutes tirées. Il a terminé. Et en fait, c'est parce qu'il les avait fait tomber pendant son tir couché. Donc oui, c'est une erreur de jeunesse, c'est une faute d'inattention de sa part. Il est à blâmer pour le coup, mais par contre, comme le dit Tanguy, il est à blâmer tendrement, car le plus important, c'était de gagner le relais des championnats du monde. Ils ont réussi à le faire, ils nous ont fait vibrer sur cette course. Aujourd'hui, ils se sont bien loupés. On voit que c'est difficile pour tout le monde, mais c'est pas grave. Avec tout ce qu'ils nous apportent depuis le début de l'hiver, on leur laisse au moins une fois le droit à l'erreur à ces Français. Et puis on connaît Emilien Jacquelin, à mon avis il va se blâmer lui-même bien suffisamment pour qu'on en rajoute. On va donc continuer de se concentrer sur cette course avec, on l'a vu, Johannes Bö qui s'était lancé avec beaucoup d'avance. Regardez, plus de 30 secondes puisque ses autres poursuivants arrivent à peine. Ces autres poursuivants, ce sont les Italiens, notamment avec Dominique Vindisch qui donne le relais à Didier Biona à l'image. À la place de Lucas Hofer, je tiens à le rappeler, normalement c'est lui qui serait parti là à ce moment-là et clairement il aurait pu jouer le podium. Là pour Bionaz, à mon avis c'est mission impossible quand on voit ce qu'il y a face à lui avec ces trois là qui viennent de partir, le russe, le suédois et l'allemand. L'allemand c'est Bénédicte Doll avec le russe, donc également le jeune Saïd Khalili, alors qu'on voit Clement Bauer pour cette équipe de Slovénie. C'est toujours particulier, il fait vraiment des gestes très amples, Clement Bauer, mais c'est un excellent skieur. Alors il était très fort surtout au début de sa carrière, maintenant il va un peu moins vite, mais globalement ça reste quand même un athlète redoutable sur les skis qui s'arrache à chaque fois sur toutes les courses et ça va être une belle fin de course. Alors oui, la Norvège va sans doute aller gagner tranquille devant. Par contre pour le podium, on va avoir un match de fou avec 6 équipes, même peut-être 7 avec l'Ukraine s'ils n'arrivent pas trop loin derrière. On va vraiment avoir un super match pour aller chercher les 2 places qu'il y aura à récupérer sur le podium. Ça va être chouette et moi j'adore justement dans les relais voir ce genre de remontée avec des équipes comme l'équipe d'Allemagne qui à un moment se retrouve extrêmement loin et puis finalement au fur et à mesure ils arrivent à regrappiller des places et à revenir jouer le podium en fin de course. À un moment ils étaient 11e les Allemands. Et puis on va également surveiller la fin de course de l'équipe de France avec Quentin Fillon-Maillet. On le sait, la Mastart c'est une course qu'il adore et il voulait absolument courir ce relais justement pour accumuler un maximum de repères avant la Mastart de demain. On sera à 11h pour ces Mastart. Quentin Fillon-Maillet qui s'est donc élancé, mais avec ses 2 minutes ajoutées, il est pointe désormais à 4 minutes de cet homme de Johannes Bö, le Norvégien en tête, et derrière cette meute qui est désormais à ses trousses et qui va profiter donc de 3 tirs et de 3 anneaux de pénalité et de 2 tirs pour essayer de revenir sur lui. Dans ce groupe, on a un favori clair, net et précis, c'est Bénédicte Doll. Il a été champion du monde en sprint, c'est quelqu'un
qu'on connaît très bien. Donc là-dessus, c'est à lui normalement de prendre ses responsabilités. Ensuite, on a un athlète qui est clairement sur le papier le plus faible. C'est celui qui est actuellement en tête, Bionaz. Mais il choisit de faire le spectacle pour l'instant. J'espère qu'il va rester sur ce podium. Ce serait vraiment une très belle surprise. On a un athlète qu'il va falloir surveiller de près. C'est Yalotno, qu'on voit à l'image, le Biélorusse, le dossard numéro 7. C'est un athlète qui est capable de tirer très vite et très bien. Alors, avec lui, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est le genre d'athlète qui a un tir monogame où il n'est pas capable de se reprendre. Mais s'il est dans un bon jour, il pourrait nous faire un 10 sur 10 qui lui permettrait d'aller chercher le podium. Ensuite, chez les Russes, on a Khalili. C'est quand même un athlète qui a peu d'expérience. Si Loginov avait été là, il aurait eu de grandes chances d'aller chercher le podium. Loginov fait une impasse. Donc Khalili va devoir faire avec ses armes. Mais on verra ce qu'il est capable de faire. Et ensuite, le dernier, c'est Pansoli Uoma, le Suédois. Là aussi, c'est un athlète qui a déjà fait un podium sur un sprint, il me semble. C'est un athlète qui peut être performant lorsqu'ils ont un bon jour, mais pareil, c'est pas l'assurance tout risque au niveau du tir. Globalement, on a des faiblesses chez tous ces athlètes, car même pour Bénédicte Doll qui est là, on sait que parfois il peut y avoir du mal sur le pas de tir. De quoi vivre donc, une dernière course, un dernier tir, 2 derniers tirs et un dernier relais incroyable pour justement le tout dernier relais de la saison. La Norvège qui est forcément idéalement placée pour aller chercher une nouvelle victoire. Elle qui est privée de cette victoire depuis 2 relais déjà, depuis celui des championnats du monde. Donc ce sont les Bleus qui se sont imposés. Et puis juste avant le relais de Ruhpolding, la France avait également gagné, coupant justement l'herbe sous le pied de la Norvège qui était sur une série de victoires. Retrouver cette victoire pour la Norvège et aller chercher le podium pour tous ces garçons-là. Ils sont 5 pour seulement 3 places. 2 tirs à effectuer. Alors la logique voudrait qu'on ait à la fin de la course Norvège, Allemagne, pourquoi pas Suède ou Russie dans un beau mano à mano, puis ensuite Biélorussie, Italie. Mais on le sait, en biathlon, il n'y a jamais rien de logique, il faut toujours attendre. Et ce serait bien qu'on ait une belle surprise aujourd'hui sur cette course, quitte à faire sans les Français qui jouent devant, autant qu'on ait un beau spectacle. Pour la Norvège, ça paraît quand même compliqué qu'il y ait un retournement, un revirement de situation. Par contre là, pour ce podium, je pense qu'on va se faire plaisir. Car pour l'instant, sur la piste, en tout cas, personne ne montre de signe de faiblesse. J'espère que Didier Bionaz n'a pas trop fait dans ce premier tour. L'Italien qui va pouvoir temporiser. Ce serait vraiment exceptionnel que l'Italie réussisse à aller chercher un podium sans Lucas Hofer. Ce serait vraiment quelque chose dont on se rappellerait. Et en attendant, le voici, ce pas de tir. Allez, premier des 2 tirs pour Johannes Bö. En confiance, il avait le temps et il fait basculer ses 5 cibles. Toujours des tirs qui sont éclatés pour Johannes, hein. C'est pas des tirs très groupés, il y a des balles un peu partout. C'est pas des tirs où on est serein, à tout moment on sait qu'il y a une balle qui peut partir dehors, mais à chaque fois ça passe avec un 5 sur 5. Donc c'est ça l'important en biathlon, on n'a pas besoin de faire toutes les balles en plein centre. L'important c'est qu'elles soient toutes dans le coucher. Et elles étaient toutes dans le coucher, toutes les cibles ont basculé du premier coup. Ça suffit pour Johannes qui va repartir tranquillement devant. Allez, derrière, qui pour le rejoindre sur le podium? Bénédicte Doll va s'installer. Le premier juste derrière, Khalili. Attention aux Russes, attention à Yalotno. Ouais, c'est le Russe qui va ressortir le premier avec le Biélorusse et finalement avec Bénédicte Doll qui a profité d'une rapidité d'exécution pour s'offrir une petite balle de pioche et ressortir. C'est le Suédois qui pour l'instant reste là. Et bien non, lui aussi va pouvoir ressortir. Pansoli Uoma finalement. Quasiment rien n'a changé. Et il y en a un de plus, il y en a un de plus qui vient dans cette bagarre. Alors il a un tout petit peu de retard, mais c'est Pidrushny qui a repris du temps, l'Ukrainien. Attention, parce que Pidrushny, c'est quand même un sacré gaillard. Sur les tirs debout, il est capable de tirer hyper vite, hyper bien, surtout dans les conditions difficiles. On se rappelle par exemple de la poursuite à Östersund où il avait été champion du monde. Il va falloir
qu'on le surveille sur ce dernier tir, l'Ukrainien. On va avoir un sacré match. Celui qui a perdu peut-être du temps, c'est l'Italien Didier Bionaz. À un moment, ça va peut-être être limite pour tenir face à ses adversaires sur les skis. Il aurait fallu qu'il passe par un beau 5 sur 5. Il a dû utiliser quelques balles de pioche. On voit la simulation du Russe. Là aussi, ça jouait limite avec le bord droit. Et tout est passé du premier coup pour faire un beau 5 sur 5. Pendant ce temps-là, on a Quentin sur le pas de tir. Vous le voyez à droite de l'image. Il a bien commencé. Ah, c'est bien. Et il a bien terminé également. Quentin Fillon-Maillet, un 5 sur 5. Bon, vraiment course d'entraînement et surtout, plus que d'entraînement, de préparation pour la Mastart de demain pour Quentin. Je vous le rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, plus rien à jouer pour l'équipe de France actuellement, car ils ont oublié à un moment donné de tirer une balle de pioche et ils ont donc écopé de 2 minutes de pénalité. Ce qui fait beaucoup de retard. Une fois qu'on a les classements, allez, c'est Bénédicte Doll, il me semble qu'il va sortir en tête de ce tunnel. Il sera accompagné par qui donc? Par le Russe, juste derrière lui, le Biélorusse, ouais. Par Saïd Khalili et par le dossard 7, Raman Yalotno, qui est le Biélorusse. Évidemment, vous l'avez vu, oui, Pidrouchny, Alexis, dont vous parliez, il y a un tout petit écart. Est-ce qu'il peut espérer déjà le combler avant le deuxième tir? Je pense qu'il va être en mesure de rentrer dans le ski Yalotno. On va voir ce que ça donne pour Bionaz. Ouais, il commence à casser un peu du haut du corps. Ça va être limite pour lui, mais on va toujours attendre. Ce serait bien qu'il y ait un beau match à 6 là, pour ce podium. Bénédicte Doll, lui, sa force, c'est le ski. Hein. Clairement, il doit faire la différence par rapport à ses adversaires. Donc, il est à fond et il va pendre, comme on appelle ça, il va pendre tous ses adversaires qui, eux, vont essayer d'être en sur-régime pour rester dans ses skis. Mais quand ils arriveront sur le pas de tir, à un moment, ils payeront peut-être ses efforts. C'est particulier quand même cette configuration pour Bénédicte Doll. On sait qu'à tir égal, il n'y a aucun des athlètes qui est face à lui qui pourrait résister. Par contre, c'est loin d'être facile d'aller chercher des 5 sur 5 sur ce pas de tir. Et ça, Bénédicte Doll, il le sait. Donc normalement, c'est lui qui devrait avoir course gagnée pour cette deuxième place. Mais s'il faiblit, il va peut-être se faire doubler par un athlète qui normalement est plus faible que lui. Et surtout que Pidrouchny est en train de rentrer, ça va lui mettre la pression, ça. Ouais, et la pression, on s'en souvient, Alexis, il l'avait plutôt mal géré sur les championnats du monde, sur le tir debout, justement, face à Quentin Fillon-Maillet qui était reparti pour aller chercher le titre. Et bien pour cette deuxième place, il avait craqué face à la Norvège. Il était même allé tourner sur l'anneau de pénalité. C'est un athlète qui est sujet souvent à ce genre de stress sur les derniers tirs en relais. C'est pas forcément l'exercice dans lequel il est le meilleur. On sait qu'il a des lacunes sur le tir debout. C'est jamais l'assurance touriste pour lui. Et du coup, il se met la pression avec ça. Mais normalement, il est quand même en mesure de pouvoir ressortir en tête de ce pas de tir. Mais attention, ça y est, on le voit. Ce sera donc un match à 5 pour ce tir debout pour la deuxième et la troisième place. La Norvège, elle va arriver toute seule devant. On a remplacé l'Ukraine par l'Italie. La jumelle de Siegfried Mazet est prête pour ce tir qui devrait être une formalité pour Johannes Bö. 5 cibles à faire tomber. Lui qui a plus d'1 minute d'avance sur les concurrents pour aller chercher le podium. Et lui, il veut aller chercher la victoire, la 4e victoire cette saison pour le relais norvégien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? On sait que parfois, Johannes, quand il est dans ce genre de situation où il a beaucoup d'avance, il laisse partir quelques balles, ce qui va être capable de rester bien concentré. Impeccable, pas de frayeur cette fois. Johannes ressort avec le 5 sur 5. Le pouce levé de Siegfried Mazet, la victoire, le doublé. Après les filles, c'est les garçons qui vont s'imposer sur ce dernier relais de la saison. C'était vraiment un très beau tir debout là, de la part de Johannes. Une qualité irréprochable. Autant son coucher, il y en avait un peu partout. C'était pas très groupé. Par contre, là, le debout était vraiment très bon. C'est pour ça certainement que Siegfried Mazet était satisfait. Allez, ça arrive. C'est maintenant pour la deuxième et la troisième place. Ils sont 5 pour aller jouer seulement 2 places sur le podium. Et il y a beaucoup
de forces différentes en présence. Avantage normalement à l'Allemagne et à l'Ukraine sur ce tir. Puis on répète, à la place de Bénédicte Doll, ça doit quand même cogiter. Il sait qu'il est face à des athlètes qui sont plus faibles que lui à ski, mais qui sont peut-être plus forts que lui sur le pas de tir. Pidruchny annonce direct la couleur, comme on pouvait s'y attendre. Mais l'Ukrainien part à la faute. Une faute, mais il a été très rapide. C'est Kalili qui va pouvoir ressortir. Oh non, elle est dehors, cette dernière balle pour Bénédicte Doll. Et devant lui, il va voir partir l'Ukrainien Pidruchny. Martin Ponsiluoma pour la Suède. Cette fois, elle est dedans désormais. C'est sur la piste qu'il doit faire l'effort pour aller chercher sa deuxième place. Alors je pense qu'il est capable de revenir un petit peu, mais est-ce qu'il sera capable de revenir pour combler l'écart avec le podium? C'est terminé pour Yalotno qui malheureusement n'arrive pas à mettre la balle qu'il reste à blanchir. L'Italien va ressortir avant lui. Est-ce qu'il va y avoir un tour de pénalité pour la Biélorussie? Ouais, ça tremble, mais il a perdu de toute façon. Ouais, c'est dommage, c'est terminé. Alors maintenant l'enjeu, ça va être de voir si Bénédicte Doll est capable de combler les combien il a exactement sur Pidruchny. Il a 7 secondes. 7 secondes, ouais, 7 secondes de retard et 8 secondes sur Kalili. J'ai plus l'impression qu'il serait capable de revenir sur Kalili plutôt que sur Pidruchny, car Pidruchny avait l'air d'être bien. Par contre, il y a quelqu'un à prendre en compte au milieu, c'est le Suédois Ponsiluoma, qui lui est capable de terminer assez fort. Donc ça pourrait faire 1 Norvège, ça on l'a bien compris, 2 Ukraine et 3 Allemagne, alors qu'on suit le dernier tir de Quentin Fillon-Maillet. On va voir, je pense, un beau match, car ça va être difficile pour Pidruchny et Ponsiluoma de skier à fond. Ils vont peut-être essayer de la jouer stratégique. Ouais, Quentin malheureusement qui va devoir faire 2 fautes, mais ils vont peut-être essayer de la jouer stratégique. Ça pourrait permettre à Bénédicte Doll de rentrer dans leur ski. C'est une piste qui favorise les retours par l'arrière. Les athlètes qui sont quelques secondes derrière peuvent revenir. Et décidément l'équipe de France jusqu'au bout, ça aurait été compliqué. Le Slovène en a profité pour repasser devant Quentin. Ah, il a du retard quand même, Bénédicte Doll. Ça va être pas simple pour lui pour revenir sur ce podium. Car Kalili a l'air d'être plus faible, mais les deux autres, les deux combinaisons jaune et bleu, elles sont assez solides. Et vous l'avez remarqué, Quentin Fillon-Maillet n'ira donc pas sur l'anneau de pénalité. La fin du cauchemar pour ce relais de l'équipe de France. Quentin Fillon-Maillet qui ressort physiquement en 9e position. Mais 2 minutes de pénalité vont s'ajouter au chronomètre de l'équipe de France. Allez, premier Norvège et derrière Pidruchny, comme on pouvait s'y attendre, qui accélère, donc voilà, qui sème les autres, donc ça c'était quasiment sûr. Par contre, vous le voyez, là ça faiblit légèrement pour le Suédois et pour le Russe. Ça pourrait laisser un infime espoir à Bénédicte Doll, mais j'ai bien peur qu'il y ait 2-3 secondes de trop. Il va devoir s'employer dans cette partie là pour essayer de revenir dans les skis du Russe, l'Allemand. S'il veut être sur le podium à la fin de cette course, il va falloir vraiment qu'il s'arrache. Et on a eu quand même, il faut le rappeler, un dernier tir de folie. Car malgré une seule pioche, Bénédicte Doll se retrouve derrière et perd le podium. Bénédicte Doll qui perd le podium, Alexis. On pourrait se diriger vers un sprint final entre Saïd Kalili et Martin Ponsiluoma, où le Suédois est déjà plus rapide. Non, il a compris que le Russe allait rester, mais il a compris en même temps qu'il ne fallait pas qu'il laisse rentrer Bénédicte Doll. Donc on va avoir un sprint où Ponsiluoma va faire tout le travail jusqu'à l'arrivée. Et il va espérer que Kalili ne lui fasse pas à l'envers dans la dernière ligne droite. Pidruchny en tout cas est impressionnant là sur cette fin de course. Il a fait un sacré relais, il faudra le surveiller demain sur la Mastart. J'espère qu'il y est bien, mais normalement oui, il devrait y être, l'Ukrainien. Il est 20e au général. Et là, c'est là que ça va se jouer pour Bénédicte Doll. Mais même si Bénédicte Doll est capable de revenir dans les skis, derrière ça risque d'accélérer à nouveau pour le sprint. Et il pourrait être un peu juste, il y a quand même trop de retard pour l'Allemand. Ça va se jouer, je pense, entre la Russie et la Suède pour la dernière place sur le podium. Est-ce que la stratégie a été payante pour cette équipe de Suède qui, pour une des premières fois cette saison, a décidé de mettre Sebastian Samuelsson en premier relayeur? C'est donc Martin Ponsiluoma qui termine. Il a la pression du podium sur ses épaules pour accompagner le frère de cet homme à l'image, le frère de Tarjei Bø, à savoir Johannes Bø, qui lui va venir chercher la victoire après la victoire des filles sur le relais masculin. Voici la victoire des garçons sur le relais masculin. Johannes Bø qui vient offrir à la Norvège une 4e victoire cette saison dans le relais masculin. Il y a eu 6 relais, 4 victoires pour la Norvège et 2 pour l'équipe de France.
les Bleus. De faire de récupération. Johannes Beu qui a skié très tranquille sur cette fin de course. Il a géré, gardé des forces. Cette ambiance très particulière alors qu'ils fêtent leur victoire sans public. Allez, derrière le sprint qui a peut-être déjà commencé entre la Suède et la Russie, entre Martin Ponsiluoma. La Suède qui va être devant et l'Allemand sera trop court. On l'a vu pointer le bout de son nez, mais malheureusement un tout petit peu trop tard. Kalili ne pourra rien faire face à Ponsiluoma. Mitro Bidrouchny pour l'Ukraine pour aller chercher cette deuxième place. Les Ukrainiens qui s'invitent sur ce podium, c'est la première fois de la saison. La première fois de la saison également pour cette équipe de Suède. Le dernier relais de l'exercice 2019-2020 aura donc tenu toutes ses promesses que de rebondissement. Et Bénédicte Doll qui n'a donc rien pu faire dans ce dernier tour. L'Allemagne est 5e. Elle va leur faire du bien cette 3e place aux Suédois, eux qui ont quand même un sacré relais, mais à chaque fois il se passe quelque chose et ça marche pas. Bon, aujourd'hui ils sont quand même allés une fois sur la note pénalité, mais ils ont été suffisamment bons pour rattraper cette erreur. Allez, on va féliciter quand même cette équipe d'Italie en l'absence de Lucas Hofer qui fait vraiment un très beau relais. Et qui avait deux athlètes très jeunes, Tommaso Giacomel, deuxième relayeur, je vous en ai parlé, 19 ans à peine, et Didier Biona, 20 ans seulement. Ils disputaient tous les deux leur tout premier relais de Coupe du Monde. Et cette équipe d'Italie qui va donc terminer en 6e position. On attend désormais de voir Quentin Fillon-Maillet pour l'équipe de France. Oui, alors normalement ils sont 9e physiquement, mais bon, on n'arrive plus à les suivre parce qu'avec les datas à chaque fois il y a les 2 minutes de pénalité qui sont rajoutées automatiquement. Donc là on a le 5e, le 6e qui vient de passer la ligne d'arrivée. Il doit rester encore quelques athlètes devant l'équipe de France. Oui, le Biélorusse qui était là lui aussi pour la bagarre pour le podium. Il vient chercher cette 7e place dans un silence, permettez-moi l'expression, assourdissant. Ici à Nové Mesto, on voit avec ce dossard numéro 5 cette surprenante équipe de Slovénie qui nous aura régalé toute la saison. On a deviné la combinaison bleu et noir de Quentin Fillon-Maillet. On retrouvera, on l'espère, cette équipe de France en meilleure forme demain sur la Mastart et sur ses relais. Décidément, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Les montagnes russes émotionnelles vécues avec l'équipe de France tout au long de cette saison. Et l'apothéose, évidemment, c'était ce titre mondial exceptionnel que l'on a vécu avec les Bleus à Antols. J'espère donc que vous leur pardonnerez, comme nous, ce relais aujourd'hui qui les place, voilà. Vous l'avez vu là avec l'arrivée physiquement 9e, mais avec l'arrivée là, on va le voir aussi, de ce dossard 6. Ils reculent à chaque fois, puisque vous voyez leur chrono, 4 minutes 47. Le débrief complet, Anne-Sophie, Alexis, on revient sur cette course absolument lunaire, cette erreur d'Emilien Jacquelin qu'on va continuer de décrypter tous ensemble. On écoutera de nouveau le biathlète de l'équipe de France. Le débrief démarre juste après ça, le podium bien sûr qu'on va suivre en direct. Et on va tenter de tout vous expliquer sur cette mésaventure de l'équipe de France aujourd'hui. Vainqueur avec la Norvège, c'est un triomphe pour les frères Beu. La Norvège qui s'impose donc dans ce relais qui va rester dans les annales. Alexis Boeuf est bien là pour débriefer cette course. Alors on peut dire extraordinaire parce qu'elle n'est pas ordinaire du tout, Alexis. Cette erreur d'Emilien Jacquelin qui a valu à l'équipe de France 2 minutes de pénalité. On vous explique tout avec d'autres réactions à suivre au micro de Tanguy Carwas. Alexis, c'est vrai, est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous ? Vous avez dit lunaire, mais Saoud, je trouve que c'est le mot parfait pour cette course. Entre l'absence du public avec cette course à huis clos, Emilien qui a la tête dans la lune sur sa balle de pioche, voilà, tout était réuni, la nuit, tout était réuni pour que ce soit particulier, d'énormes écarts en plus entre les équipes.
heureusement, il y avait une belle bagarre pour le podium à la fin de la course. Et heureusement, les Norvégiens sont là pour remettre l'ambiance à Nové Miesto, la Norvège qui va donc se présenter en vainqueur. Un podium assez spécial avec l'Ukraine et la Suède également qui vont accompagner les Norvégiens dans quelques instants. On va écouter de nouveau Émilien Jacquelin. On était tellement triste pour lui. Il était tout penaud au micro de Tanguy tout à l'heure. Anne-Sophie, le protocole qui va se mettre en place. On rappelle, c'est un podium inédit cette année. C'est un podium inédit cette année, effectivement, Messaoud, puisqu'on le disait pendant l'avant-course, il y a toujours eu la Norvège et la France sur le podium du relais masculin. Et quelques nations avaient pu s'insérer, l'Italie, l'Allemagne ou encore l'Autriche. Et bien là, on a donc deux nations qu'on n'avait encore jamais vues sur cet exercice 2019-2020, à savoir l'Ukraine et la Suède. On revient vous voir dans quelques instants, Anne-Sophie, pour le début de ce protocole. Alexis, ça c'était les datas, on n'a pas bien aperçu cette équipe, mais pas l'équipe de France, qui a donc terminé finalement, on ne vous l'a pas dit, combien? Ils étaient 15e avant la pub, à 4 minutes 45, 4 minutes 47 des vainqueurs, mais ils sont restés 15e. Les Français, ils ont été réguliers pendant notre pause publicitaire et ils finissent donc 15e de ce relais. Alors marqué par cette séquence, Alexis, on va la revivre ensemble. Alors vous aviez du nez en direct, vous aviez eu un doute très rapidement. Émilien sur son tir et qui va donc avoir ce problème. Ce que vous avez vu à ce moment-là, Alexis, racontez-nous. C'est difficile de tout regarder en même temps, de commenter et de compter pile poil le nombre de balles que les athlètes tirent, mais ça me paraît quand même rapide pour Émilien au niveau de l'enchaînement de ses balles de pioche. Et du coup, oui, on a un doute. Tout de suite, ça m'interpelle et je me dis, mais il a oublié de tirer une ou deux balles. Je ne suis pas capable à ce moment-là de savoir s'il y a une ou deux balles qui ont été oubliées. Finalement, l'histoire nous dira qu'il n'y en avait qu'une, donc ça fait 2 minutes de pénalité. Aujourd'hui, avec 2 minutes de pénalité, ça veut dire qu'on a une équipe de France à 4 minutes 47. Si on enlève ces 2 minutes, ils auraient été à 2 minutes 47. Bon. Quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas été un super relais aujourd'hui, même si on sait que forcément, Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet n'ont pas fait la course de la même façon. On continue les explications, mais on va donc remonter le fil et écouter Émilien Jacquelin, donc, qui s'explique au micro de Tanguy Carwas. Voici ce qui s'est passé. Émilien Jacquelin qui est désolé. Ouais, Émilien, quelques explications. Nous, on a vu la simulation, on a vu 4 cibles blanches et puis on vous a vu repartir. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'explication, c'est sur le tir couché, je tire à 4 sur 5. Ma première pioche, je veux la mettre dans le canon, elle rentre pas, du coup je l'enlève de mon canon et lorsque je viens prendre ma deuxième balle de pioche, en fait avec les gants, j'en sors 2 et j'en laisse une sur le tapis pour mettre ma deuxième pioche, ce qui fait que lorsque je suis arrivé sur le tir debout, j'avais plus que 2 balles de pioche. Et j'ai manqué de lucidité au lieu de lever le bras pour demander une balle de pioche à des gens en tout cas sur le pas de tir. Après mes 2 balles de pioche, je suis allé faire mon anneau de pénalité. Je connais le règlement, je sais ce qui se passe quand on fait ce genre d'erreur et je m'en veux beaucoup pour l'équipe. Quand je voyais Antonin se battre comme il l'a fait dans le dernier tour pour me donner au mieux le relais et quand je pense aux 2 autres qui partaient derrière, ça fait mal. Il y avait un relais qu'il fallait gagner cette saison, c'était le relais des championnats du monde. Vous l'avez gagné, j'ai envie de vous consoler un peu et de vous dire c'est qu'une course de Coupe du Monde. Ouais, mais dans notre sport, on remet tellement tout à zéro d'un week-end à l'autre que je vais rester là-dessus et ça va faire mal. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. Cette erreur-là, on imagine que vous la referez plus jamais. Ouais, j'espère que je la referai plus jamais. En tout cas, j'ai manqué de lucidité, donc encore un point sur lequel je dois progresser, c'est sûr. Merci Émilien. C'était un moment très fort, Émilien Jacquelin au micro de Tanguy. Vous voyez le podium qui est en train de se mettre en place en direct. On va vivre ces images et aller retrouver Tanguy justement en même temps parce qu'il est avec Quentin Fillon-Maillet. Et on est curieux de savoir ce qu'a pensé Quentin Fillon-Maillet de cet incident et ce qu'il va peut-être dire tout à l'heure à Émilien. Oui, Quentin, la mésaventure d'Émilien, déjà, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quelque chose de similaire? Oui, mais pas quelque chose de similaire, mais en individuel, jamais en relais, donc c'est toujours dur parce que du coup, on est vraiment écarté de la bagarre, donc c'est une course pour du beurre. Et moi, j'ai fait ma séance on va dire ma séance d'entraînement, sans me mettre à fond pour essayer de garder le rythme pour demain. C'est-à-dire que vous avez pensé à la mass start durant toute la course? Ouais, j'ai réfléchi un peu comment j'aurais pu aborder cette course-là
voilà, des stratégies, comment est fait la piste, même au tir. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire à Emilien? Quand il était venu à notre micro, il avait vraiment la tête au fond du seau. On sait qu'il a une capacité à se mettre plus bas que terre quand ça va pas. Qu'est-ce qu'on dit à son camarade en rentrant à l'hôtel? Ouais, je peux pas le disputer parce que pour le booster pour la suite, mais c'est vrai que ça arrive à tout le monde de faire des heures, donc c'est frustrant. Après, d'un côté, je me dis, est-ce que le relais français, on se met trop la pression les uns des autres pour faire autant d'erreurs sur le tir? Peut-être que vient là la raison, mais voilà, difficile à dire pourquoi il a fait cette erreur-là. Peut-être essayer de skier fort. Je n'ai pas discuté avec lui, donc peut-être qu'il a essayé de skier fort et d'essayer de rattraper son retard et se mettre dans le rouge au niveau du tir, je ne sais pas. En tout cas, à la fin, c'est la première fois de la saison que l'équipe de France n'est pas sur le podium sur un relais. Ouais, on avait fait un très bon début de saison. J'étais content de l'émulation qu'on avait mis en place avec toute l'équipe. En mixant toutes les compositions, enfin on a régulièrement la même, mais voilà, en ayant pas mal de compositions différentes, on était presque tout le temps sur la boîte. Donc déçu de voir aujourd'hui que ça paye pas comme on le veut, donc ouais, c'est sûr que c'est décevant. Hein. Merci Quentin, bonne récupération, il y a la Mastart demain. Merci. Et la Mastart demain, ce sera à partir de 11h pour un magnifique dimanche de biathlon. Anne-Sophie, on prend le podium en cours de route, mais c'était important d'entendre Quentin. Avec cette équipe d'Ukraine qui vient chercher la 2e place. Alors j'étais justement en train de me pencher sur le dernier podium ukrainien. J'ai un petit peu du mal à le croire, mais si je me trompe pas, la dernière fois en Coupe du Monde, c'était en 2008, rendez-vous compte. Et ils avaient quand même signé un podium lors des championnats du monde à Khanty en 2011. Les Ukrainiens, pour les Suédois aussi, ça date un petit peu, mais il y a moins longtemps quand même. C'était la saison dernière à Orfilsen où ils avaient terminé premier. Ces deux équipes donc se retrouvent sur le podium de ce relais pour la première fois de la saison. En revanche, ils sont avec les Norvégiens qui viennent remporter, eux, leur 4e victoire de la saison sur ce relais masculin. La Norvège qui s'impose, Anne-Sophie. Tenez cette image de Tanguy Carwas avec Thomas Consalves. Vincent Vitoz, l'entraîneur de cette équipe de France, qui arrive pour une première réaction en direct. Il était en discussion avec Quentin Fillon-Maillet il y a quelques instants. Voilà, il enjambe la petite barrière de sécurité. Il est avec vous, Tanguy. Ouais, Vincent, première réaction que vous avez eue pendant la course. Déjà, est-ce que vous avez compris dans les talkies ce qui se passait? Ouais, assez vite, Patrick lui dit, mais il me semble qu'il a oublié une balle sur son tir debout d'Emilien. Donc forcément, après, derrière, ça se confirme avec aussi le sentiment d'Antonin et Lionel à la radio. Bon, on sait que là, il y a eu une faute technique. Et bon, c'est comme ça, c'est un relais qui a mal tourné, c'est le biathlon. Et bon, on va tourner assez rapidement la page et à la fois, je préfère que ça arrive ici que sur les championnats du monde. Et puis, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut retenir quoi. C'est surtout peut-être qu'il y a eu des petites erreurs dans la manière. Quoi. Il y a l'erreur technique en soi, mais il y a quelques erreurs aussi peut-être faites de la part d'Antonin et d'Emilien, peut-être même avant cette grosse erreur. Emilien avait l'air très touché quand il est venu à notre micro. Est-ce que vous l'avez croisé? Est-ce que vous lui avez déjà parlé? Non, il est parti a priori à pied pour rentrer à l'hôtel et moi je suis resté sur le bord de piste pour accompagner quand même Simon et Quentin jusqu'à la fin. Donc non, je l'ai pas vu, mais bon, on va pas l'accabler du tout. Hein. Il va falloir le remobiliser pour demain. Ça peut arriver. Je pense que c'est arrivé à d'autres. Donc voilà, c'est sûr que c'est un petit coup dur, mais ça sera le travail de la soirée en tout cas. À la punition des 2 minutes de pénalité, à la punition qui s'est ajoutée, parce que par fair play, il est quand même allé se rajouter un anneau de pénalité. Il s'est rajouté la punition de faire les 3 km et demi sous la neige jusqu'à l'hôtel à pied. Ouais, je pense qu'il avait besoin de s'isoler et d'évacuer un peu cette frustration. Demain, il y a une Mastart avec 6 Français au départ. On est habitué quasiment maintenant à avoir 6 chances de podium
sur une course comme ça. Ça va être des conditions compliquées parce que la neige est très lente, ça va être une massarde de guerriers demain. Ouais, on le sait que ces conditions, depuis qu'on est ici, c'est pas une neige plutôt lente où il faut toujours travailler. Après, on sait aussi que les mass starts, il faut plutôt bien tirer aussi. Il y a 4 tirs à passer et on a vu aujourd'hui, il y a eu des beaux tirs. Il y a des équipes qui ont fait peu de fautes, donc ça veut dire que même si les conditions de vent parfois sont un petit peu rafaleuses, c'est quand même, il y a quand même moyen on se doit quand même de bien tirer et demain il faudra mentalement être tout là, prêt pour bien sûr le combat sur la piste, mais aussi derrière la carabine. Merci Vincent.